Désolé. Bonjour Caro. Ben oui. Ressources, absolument. C'est du balèze, ça. Bonjour, bonjour. Ouais. Alors, Georges, on va parler de l'indépendance du Gabon. On en a pas beaucoup du Gabon. Oui. Dans plusieurs pays d'Afrique qui se font des problèmes avec les élections, des violences, etc. Mais c'est un pays qui est indépendant, quoi, Depuis 60, voilà, tout à fait. Dans la foulée, et un petit rappel, Caro, tu sais que la dernière fois, nous avons parlé de l'indépendance d'Angola. Et que la particularité de l'Angola, c'était que pendant que tous les autres pays africains prenaient pratiquement leur indépendance depuis les années 60, eh bien, l'Angola commençait sa guerre d'indépendance avec le Portugal. Et ça a duré jusqu'en 75, quand la guerre d'indépendance a pris fin, eh bien, a commencé une autre guerre. C'était la guerre civile entre l'UNITA, le MPLA, le FNLA, et qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps avec la mort de Savimbi, finalement. Alors, dans cette lancée, donc, nous nous sommes intéressés dans cette série, les indépendances des pays africains, c'est un peu globalement, mais chaque pays peut marquer une certaine particularité, et comme tu l'as su bien le dire, on est dans le flot de l'actualité avec le Gabon. Le 17 août dernier, son indépendance dans la violence, absolument. Un peu avant, eh bien, nous avons donc le bonheur et le plaisir d'avoir Jean-Louis Badinga avec nous, qui va nous instruire davantage un peu sur la situation du Gabon. Alors, voilà, Caro, globalement. Oui, ben là aussi, M. Badinga, vous êtes vous-même du Gabon, Oui. Effectivement, oui. Voilà, donc peut-être la première question qu'on pourrait vous poser, c'est à grands traits. À grands traits, alors rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent savoir du Gabon? Bon, ramasser, de façon ramassée, vraiment. Oui, on va essayer de faire rapidement, effectivement, parce que ça peut prendre du temps. Mais pour faire simple, le Gabon, d'abord, c'est un pays de l'Afrique centrale, hein, qui, disons, qui se trouve dans le golfe de Guinée, voilà, qui a 800 km d'océan Atlantique, qui est bordé au nord par le Cameroun, et puis on va dire, du sud à l'est, hein, par le Congo, la République du Congo. Voilà. Donc c'est un pays, un tout petit pays, on va dire. Bon, tout petit pays en population, parce qu'en superficie c'est 267 000 km, quand même c'est grand. Mais en population c'est moins de 2 millions, donc à peu près 1 600 000 habitants. Et puis qui a un régime politique, on dirait présidentiel. Hein, présidentiel, voilà. Présidentiel, voilà. Donc pour faire simple, on va dire à peu près ça, pour situer les gens un peu sur le plan géographique. Oui, mais peut-être aussi sur le plan de l'économie, hein, parce que c'est ça qui est quand même un pays très riche potentiellement, pas seulement potentiellement. Effectivement, sur le plan, on va dire économique, c'est un peu, on dira peut-être sur le malheur du Gabon, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même, c'est un pays qui exploite du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du bois, alors, parce que 80% de la superficie est en tout, c'est du bois, de la forêt. De bonne qualité, des bonnes essences. Effectivement, donc voilà, c'est un pays, en tout cas en Afrique de façon générale, on dit que c'est un pays très riche, hein, et puis, qui, on va dire, sur le plan économique, qui peut être parmi dans les 10 premières économies africaines, on va dire ça comme ça, malgré sa petite population. Sa petite population et ses énormes ressources. Oui, Carole. 50 ans d'indépendance, c'est vos sentiments sur où on en est aujourd'hui. Nous, moi j'entends parler du Gabon, bien sûr, c'est pas toujours les jours dans l'actualité, mais ça... Oui. Alors on en est où après 50 ans d'indépendance? Oui, en tout cas sans me faire taxer de gabono pessimiste, hein, je suis, je dirais, je suis, en tout cas, avec ce qui s'est passé cette année, en 2000, avec cette élection qu'on vit là, c'est vraiment une déception totale, parce que ça vient détruire à peu près quelques espérances que nous avons au Gabon, parce que le Gabon a été taxé par exemple d'un pays de paix, c'est un pays qui n'a jamais connu de guerre, qui n'a jamais
en tout cas, étant donné qu'on est tout petit pays en termes de population, donc il y avait toujours des ententes qui se passaient, des relations un peu qui nous permettaient de passer à côté de guerres. Des guerres, comme ça, le voisin d'un côté le Congo. Effectivement. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de perdre parce que depuis le 31, comme vous avez suivi dans les médias, on est tombé dans une violence que les Gabonais n'ont jamais connue. Oui, mais je veux rebondir sur la question de Caro parce que c'est bien de comprendre ça. Bah, écoutez, le Gabon, depuis 56 ans, a connu 3 présidents. Il y a Léon Mba, je crois, de 60 à 68, oui, et tout de suite, Omar Bongo, qui a eu quand même une longévité au pouvoir extraordinaire, jusqu'à sa mort tranquillement dernièrement, et remplacé par son fils. Ça, c'est quand même un gros morceau sur la compréhension de l'affaire politique. Effectivement, c'est surtout ça le gros problème du Gabon, parce que, on va dire le père des indépendances, Léon Mba, lui, il n'est pas resté trop longtemps parce que ils se sont en 68, la mort l'a entraîné. Après, Léon Mba a été Omar Bongo a été installé par la France parce que c'était leur poulain, hein, il faisait partie des services secrets, donc on l'a mis là pour, on va dire, Foka, il faut le dire, effectivement avec Foka, qui était vraiment qui avait une vision spéciale de l'Afrique, hein, qui soi-disant avait donné des indépendances, mais qui était là pour essayer de placer leurs pieds et puis contrôler surtout le volet économique, étant donné comme le Gabon, même jusqu'à maintenant, c'est si on est réellement indépendant. Parce que, compte tenu de matières premières qu'on a, l'uranium, le manganèse, tout ça, la France, le pétrole, alors pour la France, oui. Jusqu'à maintenant, on va dire, donc Bongo père est resté là presque de 68 jusqu'en 2009, effectivement, et puis effectivement 2000. Les Gabonais en 2009 avaient espéré vraiment ce que on avait accompagné Bongo père à 100 ans, mais les Gabonais espéraient que là, on va essayer de changer de système. Et malheureusement en 2009, il y a eu un premier coup d'État électoral. Son fils s'est imposé par la force, par les armes, on va dire, comme ça, en disant, par une pseudo-élection, et puis il s'est imposé en mettant l'armée partout. On l'a laissé travailler pendant 7 ans, et puis cette année, malheureusement, on entendait, vraiment, les Gabonais se disaient, cette fois-ci, bon, c'est la fin. Et puis il y a eu comme un référendum qui s'est passé dans tout le Gabon et à l'étranger, on va dire dans la diaspora, qui ont voté presque à plus de 60% contre Ali l'office. Oui, mais là, on va monter en crescendo, là, pour revenir à cette question, parce que c'est celle qui suivait, évidemment. Ben alors, comment se fait-il qu'une élection qu'on attendait quand même dans le calme, tout présageait que ça allait bien se passer, comment ça a dû basculer comme ça dans une violence inouïe telle qu'on le voit aujourd'hui? Mais je pense que c'est le résultat d'une dictature qui s'installe, on va dire ça comme ça. Mais il faut quand même rappeler que 3 ans avant les élections, les partis d'opposition, on va dire aussi, même l'Union, les Nations Unies avaient demandé aux acteurs politiques gabonais de se mettre ensemble, de discuter avant d'aller aux élections, parce que les tensions montaient, étant donné que les gens voyaient que le président, le fils Bongo, qui avait pris le pouvoir en 2009, interdisait toute action politique, en fait interdisait même les manifestations politiques, même syndicales, et emprisonnant des gens à tout vent. Alors, on nous avait demandé, les Nations Unies avaient demandé aux acteurs politiques gabonais de se mettre ensemble, de discuter avant d'aller aux élections. Mais il y avait quand même une tension qui était là. Mais bon, étant donné que le pouvoir en place refusait catégoriquement la discussion, donc on est parti aux élections. Effectivement. Mais voilà. Oui, actuellement, effectivement, compte tenu que ça a été un référendum contre le régime, hein, les élections qui se sont déroulées, et que les résultats qu'ils ont fait sortir officiels ne reflétaient pas ce qui s'est réellement passé, étant donné que toute la population ont des procès-verbaux de bureau de vote par bureau de vote, donc les gens connaissaient réellement les résultats. Donc, alors, c'est pourquoi la population actuellement, ils ont sorti dans la rue pour marcher et revendiquer leur vote. Oui, mais voilà. La question de Caroline est très importante et je vais rebondir là-dessus pour expliquer un certain nombre de choses, comme ça s'est passé au Congo, parce que ces régimes totalitaires, ils ont la technique de la fraude. Mais il s'est passé une chose assez innovante,
cette fois-ci, parce qu'il ne faut pas oublier que 2015-2016, c'est l'année électorale dans toute l'Afrique pratiquement. Et qu'au Congo-Brazzaville, l'opposition au Congo-Brazzaville, qui voyait aussi venir les choses, avait instauré un principe. Tu votes et tu restes. Effectivement. Les gens votent et restent autour des bureaux de vote, de sorte qu'il n'y ait pas une transhumance des, comment on appelle, des urnes pour aller changer les choses. Mais la parade du gouvernement, c'est de prendre ces résultats et de fermer le pays pendant un certain nombre de jours, pas de contact internet, rien le temps de réajuster la fraude. Oui, je pense. Mais dans le cas du Gabon, ça a été spécial parce que bon, le monde entier, les Gabonais eux-mêmes ont suivi les proclamations des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ah oui, c'est vrai. L'internet n'a pas été coupé parce que le président actuel pensait effectivement qu'il gagnerait, puisqu'il a effectivement, il a mis en place des techniques de voile qui a été contournées par les populations. Donc, il était tellement sûr de gagner qu'il s'est fait surprendre, en fait, que dans 9... écoute, le Gabon a 9 provinces, donc dans 8 provinces, on avait tous les résultats. Oui, sauf la province dont il est originaire. Oui. Oui. Oui, effectivement, mais pas du tout, oui, mais la France, cette fois-ci, tellement, le vol de l'élection a été tellement, au vu de tout le monde, flagrant, et puis le monde entier a suivi ça de façon en direct, on va dire, parce que l'Internet a été coupé par la suite, quand ils ont commencé à être violents vis-à-vis de la population, mais on a tous les résultats, tous les procès-verbaux de bureau. Et la France a tous les procès-verbaux. En plus, on avait les observateurs de l'Union européenne qui étaient partout et qui ont aussi les procès-verbaux. Donc, la France, cette fois-ci, est désarmée en tant que telle pour soutenir le fils Bongo, parce que c'est trop gros comme... c'est un vol éhonté. Donc, c'est un peu trop gros pour l'accepter de façon officielle. Et puis, donc, la France demande qu'on recompte les voix au bureau de vote par bureau de vote. Et M. Baliga, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va arriver demain par rapport à ce positionnement de la France aussi, qui quand même dit ce qu'ils disent, hein? Il faut recompter bureau de vote après procès verbal après procès verbal. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cela va... Comment va réagir M. Bongo? Moi, de mon point de vue, je pense que M. Bongo, tant qu'il n'aura pas une pression militaire, il ne changera... Il ne changera pas? Il changera même pas. Avec la démission du chef d'état-major de l'armée, même avec la démission du ministre de la justice. De la justice, effectivement. Voilà. Oui, mais la chance qu'on a, quand même, on a une petite chance, parce que jeudi qui arrive, jeudi, la France a quand même déposé le dossier Gabon aux Nations Unies. Donc, on attend une résolution. La France a peur actuellement de vouloir agir seul au Gabon. Même si il tient les rênes, mais il veut... je pense que la France veut avoir le soutien des Nations Unies. Donc, la France a déposé le problème Gabon entre ça sera discuté jeudi prochain aux Nations Unies. Et puis, on attend que la résolution qui sortira pourra donner à la France la possibilité d'intervenir. Parce que Ali Bongo ne pourra... militairement, parce que Ali Bongo en tant que tel ne pourra jamais accepter de recompter les voix de façon... Bon, mais attends... Malheureusement. Effectivement, mais c'est ça, parce que Ali Bongo actuellement ne veut rien lâcher. On est dans une situation où les populations ont marché, ils ont été tirés à balles réelles, ils sont actuellement même harcelés dans leurs maisons. On attrape des jeunes dans les maisons qu'on amène et qui disparaissent. On est dans une situation de harcèlement psychologique terrible. Donc il n'y a que ça qui reste, la population est désarmée. Mais oui, mais voilà, comme ça s'est passé ailleurs en Congo-Brazzaville, il y a la population à l'intérieur du pays qui est traquée, qui est tyrannisée, mais il y a aussi la dynamique de la diaspora dont vous faites partie, nous faisons partie, qui agit. On voit bien à Paris, ça marche tous les jours. Alors, quelle est la perspective de la diaspora? Comment est-ce que la diaspora peut évidemment infléchir éventuellement M. Bongo? Est-ce que cela est possible? Oui, et d'ailleurs, on nous le demande, ceux qui sont au Gabon, on nous demande, nous qui sommes un peu actifs ici à l'extérieur, à la diaspora gabonaise. Ce qui est intéressant, c'est que la diaspora gabonaise est composée de plusieurs types. Il y a des politiques qui sont en exil volontaire ou pas du tout, ou bien forcés. Il y a aussi des étudiants, hein, et puis
des activistes en tant que tels. Mais cette fois-ci, on est vraiment, ça démontre que les Gabonais ne veulent plus rien savoir. C'est que on fait des manifestations presque partout à travers le monde. Au Canada, on l'a fait aussi. Oui, c'est passé à RDI. Il y a eu 2 manifestations. Mais en fin de semaine, il y a eu 2 manifestations à Ottawa. Effectivement, voilà, effectivement, samedi et lundi. Donc, non, on est décidé. C'est ça. Un seul dictateur. C'est ça. Du Congo, de fédérer toutes ces diasporas pour exploser toute l'Afrique. Ben oui, mais malheureusement, c'est que... Ben oui, c'est une belle pensée parce que nous avons cette problématique, nous la posons aussi. Effectivement. Les Gabonais, je suis Congolais, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Voilà. Ben oui, c'est vraiment... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique centrale, si un pays tombe, je pense que toute l'Afrique centrale va suivre. L'exemple. C'est ça c'est pourquoi nous comptons sur le Gabon, même si le Congo, au Congo-Brazzaville, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé parce qu'ils pensent avoir traversé la zone de turbulence et donc ils s'installent tranquillement et puis bon, voilà, ils vont courir. Mais là, ils se trompent là. Oui, mais je pense que cette fois-ci au Gabon, la chance que nous avons, c'est Monsieur Ping, quand même, qui est connu, quand même, qui a la chance d'être, vraiment la chance d'être connu, hein, qui pousse parce qu'on voit bien comment les médias sont tombés dans l'affaire Gabon, hein. Sinon, comme d'habitude, ça serait passé inaperçu. Oui. Ben, on en a parlé, en tout cas, à un moment donné, ça s'oublie, mais heureusement, on a des éphémères, on en reparle toujours. Ah oui, on sera là toujours pour... Mais Caro, il nous reste combien de temps? J'ai un petit truc à placer. 1 minute seulement? Mais non, mais c'était simplement pour montrer la complexité des rapports entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Il faut savoir que le dictateur aujourd'hui au Congo-Brazzaville, sa fille était mariée au président gabonais, le père de l'actuel président. C'est un black micmac là. C'est un black micmac. Et puis, voilà, c'est la question peut-être que je vais poser à M. Baninga. Dans la presse, il y a des articles, mais quand les articles sortent, ben, on les lit. Ben, sans nous interroger sur le contenu, vraiment, la véracité du contenu. Alors, j'ai lu un article que Sassou Nguesso soutenait Jean Ping, parce que le fils de Jean Ping et le fils de Sassou Nguesso, les deux ont épousé deux sœurs dans une même famille. Et de l'autre côté, Sassou est avec le fils de Bongo qui est au pouvoir en ce moment. Et donc c'est la même famille. Qu'est-ce qui se passe autour de ce micmac à l'africaine? C'est vraiment un micmac à l'africaine. C'est pourquoi il va falloir changer les systèmes. Parce que à l'allure on s'en va, on ne sait pas où... Les relations de filiation qui viennent, n'est-ce pas, s'ingérer dans la politique. Effectivement. Et voilà, ça ne peut rien comprendre. Effectivement, c'est malheureux, mais bon, mais que voulez-vous? Survivrons-nous? C'est ça. Le plus important actuellement, c'est de changer les systèmes, et puis après ces choses-là viendront... Oui, bien sûr. Oui, c'est très bien. Vous savez, moi je dis, vraiment, si la population gabonaise s'est mise debout, c'est grâce aux médias, c'est grâce à Internet. Franchement, c'est la première fois qu'on vit ça. La révolution des médias. Ah oui, la révolution, ça. Et puis en plus, les jeunes, c'est une population très jeune, à 60%. Les jeunes sont connectés et c'est grâce, ce sont ces jeunes-là qui veulent que ça change, qui veulent vraiment vivre la démocratie. Oui, merci. Absolument. Oui. Par les médias, par Internet et puis par la jeunesse. C'est cela. Merci beaucoup. Bonjour Caro. Ils sont installés depuis le 19 octobre dernier. C'est cinémomètre mobile, donc ils changent d'emplacement. Il y a 39 emplacements à Québec. Depuis 5 ans après son annonce, le programme d'anglais intensif reste peu implanté dans les écoles primaires du Québec. C'est ce qu'on attend aussi dans cette rentrée scolaire. Rappelez-vous, en 2011, Jean Charest est encore premier ministre du Québec. Il annonce que dans 5 ans, donc d'ici 2016, eh bien, toutes les classes de 6e année du primaire offriront ce programme d'anglais intensif qui consiste à apprendre l'anglais aux jeunes du primaire, donc pendant la moitié de l'année scolaire. La conséquence de ça,